Alors, bonsoir chers auditeurs, chers amis, chers sémioticiennes de la Turquie ou dans le monde entier. Soyez le bienvenu. Ce soir, vous allez écouter une autre activité scientifique organisée par le Cercle sémiotique de Turquie. Nous accueillerons une sémioticienne italiano-belge, Madame Maria Giulia Dondero. S'il s'agit de la sémiotique, vous avez beaucoup de sujets, beaucoup de domaines, de thèmes à analyser, à étudier. Cette fois, nous parlerons du langage visuel. C'est un thème assez actuel, vous savez. Le langage visuel tient une place importante dans la vie quotidienne. C'est pourquoi nous voulons étudier, reconsidérer ce sujet actuel. Même si nous ne savons pas son nom, chaque jour, chaque minute, nous vivons ensemble avec les signes, les icônes, les signes visuels, les signes plastiques, les graphiques. Avant tout, je veux saluer Madame Dondero. Le bienvenue, Madame. Bonsoir, Noan. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous sommes dans un espace imaginaire. Même si c'est un espace virtuel, vous êtes invité du Cercle sémiotique de Turquie. Un beau jour, nous voulons vous revoir en Turquie, en haut, en chair. Chers auditeurs, permettez-moi de parler un petit peu de notre invité, notre conférencier. Elle travaille actuellement à l'Université de Liège, en Belgique. Elle enseigne la sémiotique visuelle. De même, elle fait ses études comme maître de recherche du Fonds national Belgique de la recherche scientifique. Tout le monde sait que Madame Dondero a publié beaucoup d'articles, de livres sur la sémiotique visuelle, sur l'image, sur l'iconographie, etc. Vous pouvez trouver facilement sur Internet le CV de Madame Dondero. Elle a publié une centaine d'articles en français, n'est-ce pas, en espagnol, en portugais, italien, anglais. Et on a traduit ces articles en portugais, en espagnol, en polonais. De même, elle a dirigé 25 ouvrages collectifs et numéros spéciaux de revues sur la photographie, l'image scientifique et la théorie de l'image. Elle est l'auteur de 4 ouvrages en français, mais en anglais aussi, elle a écrit beaucoup de livres. Les livres qu'elle a écrits en français, je vous donne seulement les noms: le langage de l'image, de la peinture au Big Visual Data en 2020, des images à problème, le sens du visuel à l'épreuve de l'image scientifique, 2011 avec Jacques Fontanier, sémiotique de la photographie, 2011 avec Paolo Basso Fossali, je crois que c'est une sémioticienne italienne. Le secret dans l'image photographique, études sémiotiques. Madame le bienvenue encore une fois. Et chers amis, chères sémioticiennes, permettez-moi cette fois de parler un petit peu de notre cercle. En Turquie, il y a beaucoup de sémioticiennes. Chacun se trouve dans telle ou telle université. Nous avons essayé de réunir ces personnes dans un cercle. C'est pourquoi cette année, nous avons fondé le Cercle sémiotique de Turquie. Cette communauté est en train de se former. Pour le moment, il y a un conseil d'administration, un comité scientifique et un comité honoraire. Ce cercle a un président, 2 vice-présidents et 7 membres titulaires du bureau. Nous avons un bureau pour des relations internationales et un bureau pour des jeunes chercheurs. Pour le moment, il y a 5 jeunes chercheurs qui travaillent, qui s'inscrivent dans ce bureau. Pour l'octobre 2021, nous organiserons un colloque national sur l'empire des autres. Nous allons étudier le thème de l'altérité suivant l'optique de la sémiotique. Après ce colloque, nous organiserons des colloques internationaux. L'avenir nous attend.
C'est une communauté tout petite, mais de jour en jour, nous faisons de nos mieux. Kısaca bir de Türkçesini, excusez-moi, je traduis un petit peu en Türk. Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün İtalyan, Belçika vatandaşı, Belçika'da çalışan, Liège Üniversitesi'nde çalışan Madame Giulia Dondero bizim konuğumuz. Kendisiyle görsel gösterge bilimi üzerine konuşacağız. Kendisi birçok yüzün üzerinde makalenin sahibi, birçok derginin, ortak çalışmanın editörü, çalışmadaki yöneticisi, 4 tane Fransızca ve 4 tane İngilizce kitabın fotoğraf, vizüel, görsel gösterge alanında yazılmış kitapların sahibidir, yazarıdır. Chers collègues, chers auditeurs, et maintenant nous revenons à notre sujet. Nous voulons écouter Madame Dondero. Madame, vous avez fait beaucoup de recherches sur les images visuelles. Nous désirons que vous partagez avec nous vos connaissances, les résultats de vos études. Et je me tais pour le moment et je donne la parole à vous. Le bienvenu encore une fois, c'est votre parole est à vous. Merci beaucoup, Doan. Alors, je tiens à remercier Can Tanieri et le Cercle sémiotique de Turquie pour cette invitation et tout particulièrement les modérateurs de cette soirée, M. Doan Gounaï, qui connaît bien la sémiotique francophone et qu'il s'est gentiment offert de faire la modération en langue française et de traduire ma conférence en turc. Le français est ma langue de travail et c'est facile pour moi de discuter en cette langue. Mon intervention vise à parcourir rapidement et schématiquement 3 étapes de la sémiotique visuelle dite structuraliste, à savoir la sémiotique visuelle qui s'est imposée en France et dans les pays francophones, mais aussi dans des pays d'Amérique latine comme le Brésil ou dans des pays européens comme l'Italie, où un grand nombre de chercheurs ont suivi les enseignements d'Algirdas Julian Greimas et de l'École de Paris. Excusez-moi, un petit peu traduire, permettez-moi de traduire. Benim konuşmam görsel gösterge bilimin 3 aşamasını ele alacak. Benim ele aldığım konu Fransa ve Frankofon ülkeleri, Brezilya, İtalya ve başka Avrupa ülkelerinde de izlenilmektedir. Vous pouvez continuer, madame. La sémiotique visuelle est née d'un croisement entre la sémiotique structuraliste post-Yamselevienne et greimassienne et les sciences de l'image telles que l'histoire de l'art et l'esthétique. Une des premières questions que la sémiotique visuelle a posées à la communauté sémiotique internationale est celle du statut du système visuel. Est-ce que le système visuel peut-il être comparé, fonctionne-t-il comme un langage? Elle s'est posé des questions à partir des distinctions de Ferdinand de Saussure, autrement dit, est-ce qu'une langue visuelle générale existe-t-elle? Est-ce que l'image peut-elle être abordée comme un énoncé analysable dans sa morphologie et dans sa syntaxe? Les premiers qui se sont posés ces questions sont les chercheurs appartenant au célèbre groupe MU. Next, Can, please. Can, voilà. Mais avant ce groupe, ce fut... Can, encore un bir tane daha. Voilà. Ce fut Barthes à se poser la question dans les années 60 avec ses travaux sur la photo publicitaire, Next, ainsi que d'autres que je ne pourrais pas prendre en considération ce soir, hélas. Oui, excusez-moi. Görsel gösterge bilim, Madame Dondero'nun çalıştığı alan, Louis Yelmislev ve Algirdas Julian Greimas'ın bağlamında oluşan yapısal gösterge bilim, sanat tarihi ve estetik gibi
imge bilimleri alanının kesişim alanında oluşur. Görsel gösterge bilim, görsel sistemin dilsel statüsü nedir sorusuna yanıt arar. Görsel bir dil ve bunun bir sistemi var mıdır? Bu görsellerin çözümlenmesinde bir görsel dil bilgisinden söz edilebilir mi? Bir biçim bilimi, bir söz dizimi, bir sistemi var mıdır? Bu konuda çalışan Belçika'dan grup Mu ve bu işe ilk başlayan René Lendekens adını anmak gerekir. Excusez-moi, vous pouvez continuer, madame. Merci. Les étapes que je préconise d'aborder pour décrire l'évolution de la sémiotique des traditions grémassiennes sont notamment trois. Can please next. La période next. Tamam. It's okay. La période structuraliste et la sémiotique plastique. L'image est un système de différence. Ça, ce sera la première période. La deuxième période est celle de l'énonciation énoncée. Il s'agira d'étudier la présence des simulacres de la production et de l'observation au sein de l'image. La troisième période, c'est la période de l'énonciation en acte, où l'on étudie la mémoire des gestes de la production, ce qu'on appelle des material turn. Excusez-moi, benim çalışmamı Greimas'ın ele aldığı konuya uygun olarak 3 başlıkta ele alacağım çalışmamı. Bir, yapısal ve plastik dönem, imge farklılıkların bir sistemidir. İkinci olarak sözcelenmiş sözce dönemi, imge içinde gözlemin ve üretimin benzeşimsel varlığı. Üçüncü olarak da edim halindeki sözceleme dönemi, üretimin jestlerinin belleği, İngilizcesiyle material turn dedi. Alan. Oui, madame. Venons-en à la première période, la période structuraliste. La sémiotique visuelle de la fin des années 70, début des années 80, a étudié l'image à l'instar d'un énoncé. Le concept d'énoncé est lié à la notion de système clôturé. On considère que tout énoncé est clôturé par ses bords, ses limites, par exemple les cadres, les socles pour la sculpture, et doit être étudié dans ses relations et ses différences internes. La première génération de chercheurs qui a formulé et développé cette manière d'étudier les images sont Algirdas Julien Greimas, Jean-Marie Floch, Félix Tourleman, entre autres. À côté... S'il vous plaît, je peux traduire. Birinci yapısalcı dönem 1970 ve 1980'lerde imgeyi bir sözce olarak ele alıyor. Her sözceyi sınırlandıran durumlar vardır. Sözce çevresiyle, sınırlıkları içerisinde üretilir ve bu bağlamda incelenir. Burada Greimas'ı, Jean-Marie Floch'u ve Félix Tourleman'ın adını anmak gerekir. Oui, continuez. À côté de l'analyse dite figurative, ces chercheurs ont avancé la notion d'analyse plastique de l'image, à savoir l'analyse qui prend en compte tout ce qui, dans la représentation, ne rentre pas dans le processus de reconnaissance des objets du monde, voire tout ce qui n'est pas mimétique et dépendant d'un code figuratif de la perception. Je vous ai mis ici la photo du tableau de Kandinsky, la composition 4, parce qu'elle a été étudiée par Floch et l'analyse est restée évidemment fondamentale jusqu'à nos jours. Burada figüratif, betisel çözümleme ile plastik çözümleme karşılaştırılıyor bu Kandinsky'nin çalışmasına. Plastik çözümlemelerde dünyanın tanıması sürecine girilmiyor. Yalnızca soyut imgeleri anlamlandırmak gerekiyor. Figüratif imgeler içinde plastik çözümlemelerin işlevsel olduğu belirtilir. Oui. Mais l'analyse plastique est également opérationnelle pour étudier les images figuratives, évidemment, et même celles hyperréalistes, car les formes reconnaissables cachent toujours quelque chose et c'est l'analyse plastique qui permet d'étudier ce que cache la figurativité. Notamment pour étudier l'image dans ses rapports internes
Et vous voyez ici lister les catégories plastiques. Il faut commencer par sa topologie, car c'est le cadre de l'image, le cadre du tableau, de la photographie, qui distribue les positions et les oppositions au sein de l'image. Les catégories topologiques se déclinent en des oppositions telles que droite versus gauche, haut versus bas, central versus périphérique. İmgenin iç ilişkilerin incelenmesi konusunda karşıtlıklar önemlidir. Burada excusez-moi quelquefois je peux interpréter gösterge bilimin ünlü şeyi karşıtlıklar işte anlam karşıtlıklardan oluşur şeklindeki. Burada 3 aşamalı işte topolojik eğdiklik dediği biçimin çevresiyle birlikte renkler ve ışıkla ilgili olarak yapılan şeyler vardır. İşte sol, sağ, yukarı, aşağı, merkez, çevre gibi karşıtlıklar bu imge çözülmemesinde düşünülebilir. İmge içindeki bu topolojik karşıtlık bir gerilim değil, tersine imgenin iç dinamiğidir. Oui. À cette époque, les oppositions topologiques n'étaient pas conçues comme des tensions. Ce qui explique pourquoi, à mon avis, cette sémiotique des années 80, tout en étant à l'avant-garde sur la question du plastique, ne l'était pas sur l'analyse de la dynamique interne à l'image. On y reviendra plus tard dans la troisième époque, lorsqu'on abordera la troisième époque. Chez Greimas et ses collaborateurs, les formes, et nous sommes à la catégorie eidétique, les formes ont été conçues comme analysables à partir d'oppositions et de similarités. Les formes en tant que telles ont été étudiées à travers la catégorie que l'on appelle eidétique et qui décrit précisément les contours de formes. Contours plus ou moins linéaires, segmentés, longs ou courtes, plus ou moins rigides, anguleux ou courbes, etc. En ce sens, on n'a pas étudié la consistance et les supports des formes, à savoir les supports des organisations, comme les schémas de Floch décrit la substance. Next, please. Excusez-moi, Greimas ve izleyicilerine göre biçimler, karşıtlıklar ya da benzerliklerine göre çözümlenebilir. Çizgisel kesitlere ayrılmış, uzun ya da kısa, kavisli, eğik, sert ya da yumuşak gibi karşıtlıklara göre biçimler ele alınabilir. Floch'un yaptığı çalışmalarda bunlar görülebilir. Biraz önce söylediğim şekilde temelde 4 düzeyde imgeler ele alınabiliyor. Topolojik, renk, ışık ve biçimin çevresini eğdiklik ve kromatik şeklindeki 4 aşaması söz konusu. Oui. And you can go back because yes, thanks. On a décidé de ne pas étudier ce que l'on appelle substance dans les systèmes Jemsleviens et qui dépend des matières et des médias dans lesquels s'incarnent les formes. On a exclusivement étudié ce que chez Jemslev on appelle la forme en tant que réseau de dépendance en tant qu'invariable. C'est peut-être dans le cadre des catégories chromatiques que les premiers efforts ont été faits à la faveur d'une sémiotique, dirions-nous aujourd'hui, tensive, selon la formule de Jacques Fontany et Claude Zilberberg, pour faire en sorte que non seulement l'on puisse étudier des oppositions comme clair-sombre, mais que l'on puisse aussi valoriser les parcours de la lumière mettant en jeu les trajectoires entre les termes opposés des catégories. Par exemple, pensons à des oppositions telles que saturé versus désaturé ou éclairage versus éclat. Dans ces cas, il faut pouvoir décrire les catégories selon une échelle d'intensité croissante ou descendante. Je rappelle à ce propos l'analyse tensive de Jacques Fontany sur la peinture de Tchourlionis contenue dans Sémiotique du visible. Next, please, Can. Oui. No. Continuez, terminez. Ok. L'analyse plastique permet de comprendre la structure interne de l'image, mais ne prend pas en compte ni la relation avec l'observateur, ni les problèmes de la substance qui soutient la forme, à savoir, elle ignore les problèmes des supports matériels des formes.
Jacques Fontane ve Claude Silverberg'in yaptığı kromatik karşıtlıkta gerilim üzerinde bir çözümleme yapılır. Fontane bu çalışmasında durumla ilgili ayrıntılı çözümlemelere girişmiştir. Burada yalnızca karşıtlıklar ele alınmaz, süreçler de çözümlemeye katılır. Voilà, deuxième partie, deuxième période. Oui. La deuxième période est caractérisée par cette attention à l'observateur de l'image et plus précisément à la manière dont l'image inscrit en son sein un observateur modèle. La théorie de l'énonciation, forgée en linguistique par Émile Benveniste, a commencé à être utilisée pour analyser les images à la fin des années 80. İkincisi eksilema, Emil Benvenist'in çözümlemesinden yola çıkarak oluşturulmuş, sözcelenmiş sözce ya da üretim ve gözlemin benzeşimi konusu ele alınır. Sözcelenmiş sözce işte Benveniste ve Dominic Mengenaux'da vardır. Hoş burada Dondero Mengenaux'dan söz etmediği. İmge bir gözlemci tarafından kaydedilir ve imgenin üretim süreci ele alınır. Buyurun, continuez, madame. Cette perspective doit beaucoup au philosophe et historien de l'art Louis Marin, qui a élucidé l'étude de l'énonciation dans l'image via les notions couplées de représentation et de présentation de la représentation. Vous le voyez à l'écran, il faut entendre par représentation tout ce qui, dans l'image, est transitif, à savoir la partie de la représentation qui renvoie au monde, à la mimésis. La présentation de la représentation, quant à elle, renvoie à la manière dont l'image se présente elle-même et présente la représentation à l'observateur. Il s'agit de sa couche dite intransitive, réflexive. Burada imgede sözceleme durumu ele alınır. Temsil imgede gerçek dünyaya gönderimde bulunan şeydir ya da mimesis, öykünmedir. Temsilin sunulması ya da imgenin var olması durumunu belirtir. Oui. L'énonciation énoncée renvoie donc directement au métavisuel, au fait que l'image met en scène aussi la manière dont elle doit être regardée. N'oublions pas à ce propos le concept de lecteur modèle formulé par Umberto Eco. Next, please. Ama sözcelenmiş sözce üst görselliğe göndermede bulunur. Burada gözlemci, observatör kavramı sözcelenmiş sözce için önemlidir. Bu da Umberto Eco, İtalyan, come in Italian je prononce, j'essaie de prononcer comme en italien. Umberto Eco'da geçen örnek okur kavramına denktir. Oui. Les concepts d'observateur modèle concernent les simulacres de l'observateur idéal. L'énonciation énoncée étudie classiquement deux configurations spatiales qui concernent les simulacres de la production et de la réception de l'image au sein même de l'image. La première configuration énonciative, next please, est la perspective qui construit une place pour l'observateur et propose un point de vue à partir duquel regarder le monde représenté dans l'image. La deuxième configuration énonciative concerne les regards des personnages. Next, please. Entendu en tant que simulacre du dispositif de dialogue « j'ai-tu » lorsque les personnages sont représentés de face, comme la fille qui nous regarde ici en bas de la photo, ou du rapport impersonnel à la troisième personne si les personnages sont représentés de profil, comme les deux femmes à l'arrière-plan. Et à ce propos, je vous renvoie à l'analyse de Chahiri et Fontani sur le regard en photo. Next, please. Je voulais simplement dire que cet article, l'approche sémiotique du regard photographique, est disponible en open access, en ligne. Donc, vous pouvez le télécharger facilement. Bu fotoğraf Şairi'nin ve Fontani'nin birlikte çözümlediği fotoğrafı internet üzerinde bulabiliyor musunuz? İmge bağlamında sözcelenmiş sözce iki uzamsal görünümle ilgilidir. Birincisinde gözlemci için oluşturulan bir perspektif vardır. İkincisi ise kişilerin bakışlarıyla ilgilidir. Oui.
Les deux dispositifs, perspective et système de regard, permettent de comprendre quel type d'observateur est censé remplir l'espace vide devant le tableau ou devant la photo, voire permettent de modéliser un type d'observateur idéal. Et par type d'observateur, j'entends les types de positions spatiales, mais aussi émotionnelles, cognitives et pragmatiques prévues pour l'observateur de la part de l'image. Excusez-moi. Perspektif ve bakış sistemi gözlemci tipini kavramaya fırsat verir. Gözlemci de sözceleme açısından önemlidir ve gözlemci tipi bilişsel, edimsel ya da duygusal olabilir. Bu da sözcelemeyi etkileyecektir. Oui. Si j'ai valorisé pour la première période de la sémiotique visuelle les concepts de différence plastique et d'opposition, je valoriserai les concepts de conflictualité énonciative pour cette deuxième période. Jacques Fontany a écrit un livre important à ce sujet qui marque un pas ultérieur dans l'analyse énonciative de l'image. Il s'agit des espaces Oui. subjectifs, Introduction à la sémiotique de l'observateur, paru en 89, où Fontany aborde la question du conflit entre énonciateur et énonciataire, à savoir la polémique au sein de toute image. Görsel gösterge biliminin birinci aşamasında plastik ayrımlar kavramı önemlidir. İkinci aşamasında ise sözcelemsel çatışmacılık kavramı önemlidir. Bu konuyu Jacques Fontaine'nin 1989 yılında yazdığı Espace Subjektif, öznel uzamlar, Introduction à la sémiotique de l'observateur, gözlemci gösterge bilimine giriş kitabında bulmak olasıdır. Oui. L'énonciateur, de manière générale, veut faire connaître l'énonciateur. Il est là pour faire connaître l'énonciateur. Mais il peut aussi vouloir lui cacher la vision des choses. Cette perspective a permis de définir l'image comme un lieu non irénique où les figures de l'énonciateur et de l'énonciataire peuvent se disputer la vision et la connaissance par le biais d'un conflit de perspectives. Cette perspective du conflit nous permet de montrer que l'image n'est pas seulement censée mettre quelque chose sous les yeux de l'observateur, mais qu'elle peut aussi nier ou faiblement assumer ce que pourtant elle met en scène. Can, s'il vous plaît, could you go back to the, thanks, to the slide of Tintoretto? Oui. Thanks. Autrement dit, l'image peut argumenter ce qu'elle met en scène, comme le fait par exemple cette image de Tintoret, qui dit de regarder, qui appelle l'observateur à regarder, mais qui en même temps lui fait signe que la vision est interdite. Hein. Nous voyons effectivement deux espions cachés qui sont en train de dépasser les limites de la protection que Suzanne s'est construite pour arriver à la regarder pendant qu'elle prend son bain. Ou cette autre image de Nicolas Maes, next please, qui nous signifie qu'on est face à un secret, à quelque chose de caché. Mon dernier livre, en français, anglais et italien, fait le point sur la manière dont l'image peut nier ou soustraire la vision à l'observateur. Next, Pardon. Burada Jacques Fontaine'nin sözcelem durumuyla ilgili görüşleri ele alınıyor. Sözceleme öznesi bir tane de sözcelemenin alıcısını varsayar. Yine imgenin olması da sözceleme öznesi tarafından ortaya konulması gereklidir. Daha ayrıntılı d'une manière détaillée ona expliqué, mais ben je résumé. Ben kısaca özetledim. Daha ayrıntılı bilgi vardı ama kısaca özetlemeye çalıştım. Oui, continuez madame. Parfait. Could you please show the next slide and the next one as well? Thanks. À partir des études énonciatives de l'image qui portent sur la manière dont l'image met en scène les dispositifs de production et d'observation, on a par conséquent commencé à travailler sur ce que l'on appelle dans les sciences de l'image les métavisuels, à savoir la partie réflexive de l'image. La question fondamentale est la suivante. L'image possède-t-elle des instruments pour s'autodécrire, pour se commenter d'elle-même?
possède-t-elle une couche réflexive ou la réflexivité ou bien la réflexivité est-elle destinée à n'être l'apanage que des textes verbaux? En sémiotique, à la fin des années 90, on a commencé à porter l'attention sur de nouveaux aspects de l'image et notamment sur les simulacres des instruments de la production des formes dans l'image, à savoir les pinceaux et les miroirs en tant qu'outil de la représentation. Next, please. Les simulacres du point de vue dans une photo, par exemple la représentation de l'appareil photographique. Next, please. Son cadrage. Next, please. Son cadrage qui renvoie au jeu de prise de vue entre photographe et modèle. Mais au-delà du point de vue, la peinture peut aussi mettre en scène la texture. Next, please. Qui renvoie à la sensorimotricité du peintre et non seulement à son instrument, les pinceaux. Mais cette histoire fait déjà partie de la troisième période de la sémiotique visuelle. Ekstra burada ayrıntılı bilgiler vardı. Madame, c'est le dernier livre que vous avez écrit en anglais, je crois. Alors, c'est la traduction anglaise du livre en français, mais c'est une version augmentée. Ah bon. J'ai ajouté un chapitre, oui. D'accord. Madame Doderan'ın son Modifié. kitaplarından birisi Fransızca yazdığı kitabı İngilizceye çevrilmiş. Orada bir ekleme de yapmış. 1990'lardan sonra gösterge biliminde imge araştırmaları imgedeki biçim ve üretimin benzeşimi üzerine yoğunlaşıyor. Bu yine Paris Gösterge Bilim Okulu'nun yaklaşımı bağlamında gelişmelerdir. Ve burada da fotoğraflardaki değişik durumlar ele alındı. İşte çerçeveler ve iç içe geçmeler durumları ele alındı. Üçüncü bağlamdaki oluşum halindeki sözceleme durumu ele alınıyor. Oui. Mettre en scène la texture du tableau, comme le fait Van Gogh, signifie exhiber la peinture comme écriture, comme inscription des traits sur un support. Ça signifie aussi renouer avec le rythme de l'inscription des formes, ainsi qu'avec la manipulation de la couleur. Entendu la couleur en tant qu'apport de matière qui doit être travaillé et modulé afin d'être fixé sur un support. Renouer avec les supports signifie ici renouer avec les processus de fabrication et notamment avec les corps du producteur. Cette étape de la sémiotique visuelle contemporaine vise à répondre à cette question. Qu'est-ce que l'image retient de son processus matériel de production? Quelle trace de la production reste-t-elle visible dans l'image elle-même? Permettez-moi un petit peu. Üçüncü aşamada edim halindeki sözceleme dönemi ele alınır. Üretim sürecindeki jestlerin kalıcılığı konusu değerlendirilir. Burada tabloyu sergilemek, resim yapmak, yazı olarak düşünmek gibi görülür. İmgedeki sözceleme edimi renkle, gerilimle, çizgilerle ortaya konulur. Buradaki temel sorun üretim sırasında imgede neler kalıcı olur? Hangi üretim izi görülebilir gibi sorulara yanıt aranır. Oui, excusez-moi. La photographie, de son côté, n'ayant pas de texture proprement dite à exhiber, met en scène une autre sorte de gestualité sensorimotrice. Next, please. Next. It's okay, thanks. Il s'agit de la gestualité qui renvoie au mouvement du photographe ainsi qu'aux conditions de la prise et qui est inscrite dans la photographie en tant qu'échelle constituée de degrés de netteté et de flou. Le flou naît avec la photographie et notamment avec la non-synchronisation du corps de l'objet et du corps du photographe. Fotoğraftaki sözceleme durumu daha farklı bir biçimde ortaya konulabilir. Fotoğraf hareketine göndermede bulunan bir davranış durumu söz konusudur. Fotoğrafın oluşumundaki netlik ve fluluk gibi durumlar üretim koşullarını yani sözcelemenin edim halini belirtir. Oui. Si dans le cadre de l'étude de la couche métavisuelle de l'image pour la peinture, on étudie la texture,
et pour la photo, on étudie les effets des flous en tant que mise en scène du processus de la production des formes, la texture et les flous relevant de la gestualité impliquée dans la fabrication des formes, comment aborder la génération des formes dans le cadre de l'image nativement numérique, où effectivement la sensorimotricité paraît ne pas être pertinente. Oui, continuez. Dans des articles publiés en 2003 et 2004, que vous voyez affichés à l'écran, Anne Beillard a été l'une des premières sémioticiennes à étudier la mise en scène du pixel comme dispositif métavisuel de l'image, en analysant les différentes modalités à travers lesquelles on rend perceptible la forme plastique du pixel, pour créer au sein de l'image matricielle une zone où une faible définition de l'image est rendue visible. Certains artistes laissent visibles les pixels carrés dans des zones de l'image, zones où la vision est brouillée, interdite, déviée, en somme modalisée de manière très complexe. Voilà. Fotoğraf konusunda Anne Bayert'in imge üst görselliği konusundaki teknik çalışması 3. aşama için önemlidir. İmgede plastik biçimlerin farklı kipsel yapıları içinde değerlendirilebilir. C'est tout près résumé, hein? Excusez-moi, c'est très long, mais c'est un peu technique pour comprendre le reste. Oui? Ok, je poursuis. Alors, toujours dans le cadre du statut artistique des images, je souhaite porter votre attention sur une image assez intéressante de Luca Cagnina. Next, please. L'image s'appelle Loading et fait partie d'une série d'images qui ont pour titre Glitch. Cette image met en scène des cadres totalement nets et bien stables, tandis qu'à l'intérieur de ces cadres, les images sont instables. Les formes ne sont pas encore parvenues à se figer. Plus précisément encore, l'image nous montre des images encadrées qui sont en train de charger. L'image suivante, toujours de Luca Cagnina, que nous pourrions définir également comme une image en attente, problématise la puissance de la bande passante dont dépendent le déploiement des formes, leur densité, leur niveau de détail et leur consistance. Burada Luca Canina'nın imgesi üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Bu imgeler henüz durağanlaşmamış ve kalıpsal bir duruma dönüşmemiş imgelerdir. Oui. Dans cette image également, il s'agit de mettre en scène un processus de chargement. Une partie du bâtiment a été totalement chargée et une partie, celle représentant la fumée, n'a pas encore été complètement transférée, à savoir complètement uploadée, téléchargée. On représente l'effet que l'image doit passer par un état de dématérialisation pour être transférée. Burada bir dolum süreci ele alınıyor. İlk imgeden daha farklıdır. Araba ve binada edim sürmektedir. Yani sözceleme durumunun sürdüğü gösterilir. Bu örneklerdeki 3. bölümün başlığına uygun olarak edim halindeki sözceleme durumu ele alınıyor. Buradaki dolum download'lara, uploading'de de bunu belirtmeye çalışılıyor. Oui. Avec ces exemples, on dépasse clairement l'étape qui analyse les instruments à travers lesquels on produit l'image, les miroirs en photographie, les pixels, etc., afin de valoriser les gestes et les processus, à savoir les formes entendues comme force. Déjà dans les années 80, des chercheurs éminents tels que René Thom publiaient des articles importants sur ces forces centrifuges, des articles importants sur ce qui constitue et soutient les formes, à savoir les forces, et notamment sur les forces centrifuges et centripètes qui lient les centres de l'attention de chaque tableau à son cadre. Je me réfère à l'article séminal global et local dans l'œuvre d'art, publié dans les débats en 83, que vous voyez affiché à l'écran, et que vous trouverez en open access, mais aussi les livres de Gilles Deleuze sur Francis Bacon, La logique de la sensation. Ce sont 1980 yılında René Thom'un
des forces. Oui, eksik ama oui. 1980 yılında René Thom'un makalesinde biçimin oluşumu ve desteği konusunda görüşler belirtilir. Her tablodaki merkez kaç ve merkezdeki konular ele alınarak bu tablonun çözümleneceği konusunda görüşler ortaya konulur. Oui. Mais à quoi ça sert de décrire la mémoire des gestes de la production dans l'image, y compris dans la production de l'image numérique? Alors, une première réponse. Alors, l'utilité d'étudier les formes visuelles en tant que force, en tant qu'inscription sur des supports, concerne tout d'abord le domaine de l'art, qui a d'ailleurs été le premier domaine d'investigation de la sémiotique visuelle et pourtant pas assez exploité dans ses aspects matériques. En effet, le domaine de l'art est celui où la transformation de la matière, sa formation et sa déformation sont souvent les sujets même de l'œuvre. Une formation de la matière qui engendre un dialogue, voire un conflit entre ce qui organise et ce qui est organisé, entre des règles de formation et des matières qui les subissent ou les accompagnent. En ce sens, il n'est pas possible de faire abstraction de l'analyse de l'étape processuelle, à savoir de l'étape de la substance du plan de l'expression, si l'on veut décrire correctement l'œuvre d'art. Eksik ama imge içindeki üretim davranışlarının betimlenmesinde dijital imgeler dahil şu bakımlardan önemlidir, iki bakımdan önemlidir. Bir, görsel biçimlerin incelenmesinde her şeyden önce bir sanat alanını ilgilendirir. Bu da görsel gösterge bilimle doğrudan ilintilidir. Sanat yapıtı maddenin dönüşümünde, oluşumunda önemli bir yer tutar. Deuxième. La deuxième manière de répondre à la question à quoi ça sert d'étudier les gestes de la production de l'image concerne les retombées sur la théorie et sur la méthodologie sémiotique. Ces changements de perspective, à savoir le passage de l'étude des oppositions formelles, première période, à l'étude des traces des instruments et des processus techniques de la production de l'image, jusqu'à l'analyse des traces, des gestes, des productions, troisième étape, implique un renouvellement de perspectives. Les formes sont désormais considérées comme des inscriptions et, par conséquent, on passe d'une analyse ayant comme objectif la description de la forme jemselevienne à une analyse ayant comme objectif la description de la substance jemselevienne de l'image. Cela signifie que l'on peut enfin s'attaquer à ce qui a toujours été exclu du modèle structuraliste de la sémiotique, à savoir la substance du plan d'expression, définissable comme quelque chose qui est toujours en acte et en transformation, en tant que variable dans la théorie de Jemslev, contrairement à la forme qui est apparemment stabilisée, qui a été identifiée comme invariante. J'espère que la description de ces trois étapes vous fera venir envie de connaître davantage la sémiotique visuelle et j'attends vos questions. Merci beaucoup à Doğan. Voilà. Et à vous tous. Eksik ama demeyen var. Son olarak imgenin üretiminin jest olarak incelenmesi gösterge bilim kuram ve yöntemini doğrudan ilgilendirmektedir. Gösterge bilimsel çözümlemede bir perspektif değişimi yeni bakış açıları oluşturur. Oluşum aşamasını belirten biçimler imgede var olur. Sonraki çözümlemede biçimin betimlenmesi gibi nesnel çözümlemelerin içeriğin betimlenmesi gibi öznel çözümlemeye doğru geçerken bu oluşumdaki durumlar göz önünde bulundurulur. Burada Louis Jenislev'in görüşlerinden yararlanmıştır. Görsel gösterge bilimin tanınmasında bu üç aşamanın önemli olduğunu düşünüyorum diyor Madame Dondero. Umarım konuşmam yararlı olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım diyor. Voilà. Mustafa Sarıca, un professeur de la Turquie, qu'il soit linguistique ou sémiotique, tout ce qui est perçu par l'homme ne renvoie-t-il pas une image mentale? Oui, certainement, on pourrait travailler la relation entre l'image objectivée sur un support et une image mentale. Le problème de l'image mentale est qu'elle est vague
et qu'elle ne peut pas être partagée intersubjectivement. Donc, ça reste très individuel et donc non traduisible pour quelqu'un d'autre, donc très très difficile à étudier sémiotiquement parlant. Parce que nous, on peut analyser l'image exclusivement parce qu'on vise l'image comme une construction langagère. Donc, on peut l'étudier simplement et grâce au fait qu'il s'agit de formes inscrites sur un support objectivé qui est visible à tout le monde, qui est donc le même pour tout le monde. Herkes için evet bir insan zihninde bir imge vardır ve bu imgenin çözümlemesi de gösterge bilimi açısından önemlidir diyor. Une autre, Nilgün Çelik, quelles sont les limites du principe binaire dans les images? Je ne sais pas très bien ce qu'on entend par principe binaire. Est-ce que la Prensip personne... biner, ilke kavramından çok bir şey anlamadım diyor. Si vous voulez, Nilgün Çelik, vous pouvez changer les questions ou bien sorunuzu değiştirebilirsiniz ya da onu çok anlamadığını söyledi. Mustafa Sarıca continue encore. Donc, quand nous parlons d'un sens perçu individuellement, nous nous traduisons en signes écrits ou audibles. Dans ce cas, ce qui s'est déroulé dans l'esprit n'est-il pas un traitement absolument sémiotique? Mais disons que la sémiotique, étant donné que la sémiotique, comme la linguistique, étudie toutes les deux des langages qui doivent, pour être étudiés, justement, être objectivés. Hein? La sémiotique analyse des écritures. Elle n'analyse pas la production de ces écritures et elle ne peut pas analyser non plus les motivations, les raisons à travers lesquelles cette image ou ce discours a été produit. Je pense que ce qui s'est passé dans l'esprit peut être simplement un objet de la psychologie, de la psychanalyse peut-être, mais ce serait très difficile pour la sémiotique qui étudie le langage de se mettre à étudier les raisons avant la production des discours. Gösterge bilim ekritürü, yazıyı inceler, yazının oluşumunu, üretim sürecini, motivasyonunu, başka şeylerin değil, üretilmiş bir sonucu, elde edilen bir bilgiyi inceler. Bu açıdan başka alanlarla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Oui. Quelles sont limites başka? Alors, groupe mu, je crois que vous êtes dans ce groupe, même Oui. si, oui, groupe mu. Quelle différence y a-t-il entre groupe mu pour analyser les images groupe mu et Goran Sonesson? Goran Sonesson, c'est un peu plus technique ou... Je pense que les deux approches sont très techniques et l'approche du groupe MU, de Jean-Marie Klinkenberg et de ses collègues, ainsi que celui de Goran Sonesson. Disons que Goran Sonesson a fait des critiques, en partie, je pense, justifiées au travail du groupe MU, parce que le groupe MU a eu tendance à construire sa théorie sur
sur des exemples prétextes, d'une certaine manière, qui lui ont permis de construire une théorie. C'est-à-dire que ce n'est jamais, chez les groupes MU, ce n'est jamais les textes qui produit une malaise, qui construit une malaise à la théorie. Ce n'est jamais à partir du texte qu'on construit la théorie, c'est toujours une théorie déductive, une théorie assez abstraite qui ensuite cherche des exemples. Ceci a été en partie critiqué par certains grémassiens, ça a été en partie aussi critiqué par Sonnesson qui aurait plaidoyé pour une vision plus culturologique de l'analyse semiotique. Evet, ben Grup Mü, Madame Donder'ın içinde bulunduğu Belçika grubu, Liège Üniversitesi Grup Mü'nün Lund Üniversitesi'nden Goran Sonesson'un yaptığı, her ikisi de görsel gösterge bilimi yapsa da farkını sordum. Grup Mü daha çok bir sav üzerinden gidiyorlarmış. Tümden gelimli bir yaklaşımı varmış. Öteki daha çok kültür bağlamında, Sonesson kültür bağlamında ele alıyormuş. Je crois qu'il y a des amis qui viennent dans d'autres pays. Je ne sais pas, j'ai vu une personne qui vient de l'Égypte, Doğa Mahmut. Comment pourrons-nous étudier la sémiotique du regard? Bakış gösterge bilimini nasıl inceleyebiliriz diyor Doğa Mahmet. Je ne sais pas de quel pays vous êtes, monsieur ou madame. Je ne sais pas. Oui, alors parmi les œuvres et parmi les articles que j'ai cités et que vous avez vu apparaître à l'écran, disons qu'une bonne partie s'occupe exactement de la sémiotique du regard. Mais il y a une littérature immense sur la sémiotique du regard. Justement, on peut lire Louis Marin. Par exemple, un recueil d'articles qui s'intitule De la représentation. On peut lire aussi l'article que j'ai cité de Jacques Fontany, et de Chahiri, qui aborde justement la distinction entre regard de face et regard de profil. Évidemment, en revenant à Benveniste et à d'autres chercheurs de l'énonciation, évidemment, on a au début de la sémiotique visuelle comparé les regards de face avec les rapports je-tu de la situation dialogique, tandis qu'on a comparé les profils à la situation grammaticale de la troisième personne. On est parti de là et puis on est allé de sophistication à sophistication. Par exemple, dans l'article que Fontany a écrit avec Chahiri, cette distinction entre je-tu et troisième personne du profil est grandement remise en cause d'une certaine manière parce que, bien sûr, c'est clair que les regards de face, c'est une invitation à rentrer dans les tableaux, tandis que les regards de profil, c'est une manière d'exclure l'observateur. Mais dans cette image que je vous ai montrée des trois filles iraniennes, étudiées par Chahiri et Fontany, là, disons qu'on comprend que même les deux femmes qui sont en train de ne pas nous regarder, elles sont en train quand même de nous faire partager leur bonheur à travers les mains ouvertes, les bras ouverts, pardon, et à travers une attitude, oui, d'ouverture et d'invitation, elle aussi. Hein? Donc, c'est clair que si vous voulez approfondir la question de la sémiotique du regard, vous avez beaucoup de choses à lire et
et donc je pourrais vous fournir ces informations. D'accord. Des plus basiques jusqu'à celles plus sophistiquées. Excusez-moi, Doha Mahmoud, si je mal prononce votre nom, excusez-moi, c'est ma faute. Alors, il ou elle parle français, alors je ne traduis pas dans turc. Alors, Oui. une personne qui demande que pensez-vous de l'objectivité de l'analyse sémiotique? L'analyse sémiotique est objective ou subjective? Le résultat ne risque-t-il pas d'évaluer vers une interprétation subjective, notamment dans la lecture photographique? Alors, oui, je pense que l'analyse sémiotique est assez objective au sens où elle part toujours de ce qui est représenté, de ce qui est valable pour tout le monde, aux yeux de tout le monde. Elle part toujours de ce qui est visible. Elle ne part Excusez-moi, jamais. vous parlez langue, alors je ne peux pas traduire parce qu'il il ne comprend pas français. Semiotik göstergebilim objektiftir. Çünkü incelediği alanda açısından objektiftir. Yani e, nesneldir. Oui. C'est-à-dire qu'elle est objective au sens où elle part de quelque chose qui est visible, manifesté, présent et que sur lequel tout le monde peut s'accorder. Donc, elle est objective au sens où elle ne part pas de la pensée, de l'esprit, de rien d'autre que de ce qui est inscrit sur un support. Mais Göstergebilim objektiftir çünkü herkesin gördüğü, herkesin incelediği şeyi ele alıp incelemeye çalışır. Bu açıdan objektiftir. Asla subjektif değildir. Oui. oui, mais c'est clair que l'analyste appartient à une certaine culture collective. Il a sa culture individuelle qui lui permet, par exemple, de relier plusieurs images ensemble, de faire, comment dire, de mettre en relation plusieurs images, par exemple, par des jeux d'influence, par des jeux d'héritage, etc. Et donc, c'est clair que même si l'analyste part des données visibles, perceptibles, et justement inscrit sur un support, ce sera ensuite son habileté, ce sera ensuite aussi sa connaissance par exemple, de l'univers de l'image qui pourra les guider pour comprendre l'intertexte de l'image qu'il a devant les yeux. Evet, her durumda algılanabilir, görülebilir nesneler üzerinde çalıştığı ve herkes tarafından da bilinen nesneler üzerinde çalıştığı ve sonuçlar açısından da herkes tarafından kabul edilen sonuçlar olduğu açısından gösterge bilim nesnel bir bilimdir sonuçları açısından diyor. Alors, Pierre Uber, une question qui venait à l'esprit. La sémiotique visuelle se servant de catégories topologiques pour décrire les images, peut-elle s'attaquer à des symboles et autres formats plus autonomes? Alors, je ne sais pas si je comprends bien ce qu'on entend par symbole, mais l'idée de format autonome m'aide un peu à interpréter la question. Alors oui, elle peut, elle l'a déjà fait, elle continue de le faire, mais d'une certaine manière, les symboles ont peu d'intérêt pour la sémiotique. Elles sont peu intéressantes pour la sémiotique parce que finalement, les symboles ont quelque chose de, comment dire, de figé, de fixer à l'avance, c'est-à-dire que les symboles, normalement, ont une signification institutionnalisée. Donc,
c'est peut-être pas vraiment l'objet principal de la sémiotique parce que la sémiotique essaie de comprendre des systèmes de signification plus problématiques que les symboles. Les symboles sont toujours d'une certaine manière déjà étiquetés, expliqués par la culture à l'intérieur de laquelle ils existent. Merci. J'ai oublié de remercier à chaque question, mais je l'ai fait à présent. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions jusqu'ici. Merci. Nous aussi, pour le cercle sémiotique de Turquie, nous remercions les questions, les invités, les amis, les auditeurs qui nous écoutent attentivement, qui posent des questions. Nous vous remercions. Alors, dites-moi, moi, je veux apprendre. Émile Benveniste, oui, il a parlé de l'énonciation, mais c'est théorie un peu enregistrée et développée par Dominique Mengeno. Je ne sais pas si j'ai lu énonciation énoncée dans les travaux de Benveniste. C'est un peu, c'est une explication de Dominique Mengeno. Vous utilisez énonciation énoncée, c'est-à-dire dans les études sémiotiques littéraires, ce sera le narrateur, l'équivalent du narrateur. Est-ce qu'on peut appliquer, peut adapter la théorie de Mengeno à l'analyse, pour l'analyse des figures, des images visuelles? Mais alors, premièrement, la notion d'énonciation énoncée, de la manière dont je l'utilise, elle vient directement du dictionnaire de sémiotique de Greimas et de Curtès de 79. Donc, c'est de là que tout le travail que les sémioticiens ont fait, c'est l'origine, disons, de tout le travail qu'on a fait sur l'énonciation énoncée. Sur la question Mengeno, moi, je pense que Mengeno a fait un travail important, mais le travail important qu'il a fait ne se situe pas exclusivement aujourd'hui sur l'énonciation énoncée, qu'il a bien travaillé, beaucoup travaillé évidemment dans sa vie, mais je pense que ce qu'il a fait d'important ces derniers peut-être 10-15 ans, Mengeno, c'est élargir la notion d'énonciation énoncée dans ce qu'on appelle la version élargie de l'énonciation, et donc de prendre en considération non seulement les simulacres des producteurs et des observateurs lecteurs des textes inscrits dans les textes, c'est ça l'énonciation énoncée, mais il a ouvert à une scénographie, par exemple, des pratiques de lecture, des pratiques de valorisation, d'interprétation. Et donc, il a vraiment ouvert l'énonciation, comme d'autres l'avaient fait avant lui, mais sans prendre en compte peut-être aussi finement tous les participants à l'interprétation, à l'utilisation d'un texte. Lui fait vraiment un travail global Oui. sur l'énonciation, comment dire, sur l'énonciation élargie, que la sémiotique en partie a fait aussi, grâce par exemple au travail de Jacques Fontany, son livre sur les pratiques sémiotiques. Les voilà, attendez que je vais les chercher. Voilà, ce livre-ci a été, à mon avis, un livre qui a vraiment révolutionné la sémiotique greimassienne, post-greimassienne, parce qu'effectivement,
d'une certaine manière, s'est penché sur ce qu'on appelle classiquement énonciation élargie, Et version élargie. dans quel contexte vous utilisez énonciateur? C'est du point de vue de peintre, par exemple, c'est le producteur? Alors, non, ce n'est jamais le producteur, c'est toujours les simulacres du producteur. C'est-à-dire, quand nous, on voit des signes, des peintures très, très visibles, hein, c'est ce qu'on appelle la texture, dans les tableaux de Van Gogh, Oui. là, on n'a pas les producteurs, on a les simulacres, on a les marques, on a les traces du producteur. Donc, c'est cela qu'on peut étudier. Hein? On ne peut Et rien étudier. il est différent de producteur dans ce cas? Oui, parce que le producteur est la personne en chair et en os qui a tracé des lignes, Oui. tandis que l'énonciateur, c'est le résultat de ces lignes dans les tableaux. Donc, c'est tout à fait autre chose, phénoménologiquement parlant, mais c'est clair qu'ils sont liés. Hein, c'est clair qu'ils sont liés. Mais ce qui différencie, entre guillemets, les producteurs de l'énonciateur, c'est que l'énonciateur, on peut étudier les traces, on peut étudier l'activité de l'énonciateur, tandis que l'activité du producteur, on ne peut pas l'étudier parce qu'on n'est pas des anthropologues ou des ethnologues qui sont dans l'atelier du peintre et qui sont en train de analyser sa pratique. En plus, il est clair que les traces que nous pouvons étudier peuvent ne pas être toujours fidèles, peuvent être fausses par rapport à l'acte sensorimoteur que le peintre a effectivement réalisé. Mmh. Oui. Mais ce que fait le peintre n'est pas de notre compétence, disons, n'est pas des compétences des sciences du langage, ou au moins ça pourrait être la compétence de la linguistique ethnographique, de la linguistique dite conversationnelle, disons. Du point de vue de texte, moi, je sais, l'énonciateur, c'est l'auteur. Hein? L'énonciateur, c'est l'auteur qui est responsable de produire le texte. L'énonciateur énoncé, c'est le narrateur qui est responsable de narrer le texte. Et le sujet de l'énoncé, c'est la personne qui se trouve, le personnage qui se trouve dans le texte. Alors, Oui, mais est-ce qu'on peut trouver l'équivalent pendant mais la production des images? oui, bien sûr, mais l'auteur du livre, l'auteur du roman, vous ne pourrez jamais l'étudier. Vous pourrez étudier sa vie éventuellement, mais vous ne pourrez jamais l'étudier. Vous étudierez toujours les traces de cet romancier, de cet auteur. Vous voyez, je veux dire, les historiens pourront étudier la vie de votre auteur, mais les sémioticiens n'étudieront pas la vie de votre auteur, ils étudieront la manière dont il se manifeste à l'intérieur de sa fiction, à l'intérieur de sa fiction. Donc, ce sera toujours un faux auteur, d'une certaine manière, un simulacre de l'auteur réel. Simulacre, c'est le terme de Jean Baudrillard. Vous Non, utilisez c'est le ça? terme de Greimas, par exemple, dans son dictionnaire avec Courtès. Non, c'est différent que chez, que Jean Baudrillard. chez, que chez Baudrillard. Oui. Alors, ce sera, pour le moment, c'est une conversation entre deux personnes, non? Je crois qu'il n'y a pas de questions. Alors, c'est fini. Ah, excusez-moi, quand on m'a dit de traduire un peu la discussion entre nous, une question dernière. Quelle est la relation entre la matérialité et la sensorialité en processus de l'analyse? Et en principe, cette relation est la même pour toutes les cultures.
Alors, merci. Alors, je ne pense pas qu'elle soit la même pour toutes les cultures, parce que justement, quand je parlais de matérialité de l'image, je parlais d'inscription, je parlais de sensorimotricité et je parlais d'écriture. Donc, c'est clair que chaque culture a sa manière d'inscrire des textes, a sa culture de lire les textes, a toute une gestualité particulière pour aborder l'écriture et les textes dans leur matérialité. Hein? Donc, c'est clair que notre culture d'inscription et de lecture de ces inscriptions ne sont pas les mêmes que celles des pays arabes, que celles des pays asiatiques, etc. La relation entre la matérialité et la sensorialité, bah oui, c'est une question importante parce que disons que l'image, certes, elle met en scène quelque chose, mais elle met en scène aussi, d'une certaine manière, une vision implicite des corps qui, donc, oui, du corps qui l'appréhendera. Hein? D'une certaine manière, il y avait plusieurs auteurs, plusieurs théoriciens de l'image comme René Thom, qui se référait à encore d'autres chercheurs, qui disaient, bon, chaque forme, d'une certaine manière, qu'on regarde, chaque forme qu'on regarde, bah, c'est une forme que nous appréhendons un peu par analogie par rapport à notre corps, à notre mouvement. Et donc, pouvoir analyser l'image dans sa matérialité, de ces instruments de production. Hein. Je parlais rapidement du support, mais on peut aussi parler de l'apport, c'est-à-dire c'est les gestes à travers lesquels on inscrit. On peut travailler sur les rythmes d'inscription des formes. Bon, tout ça, c'est en directe relation avec la sensorialité corporelle, avec la corporeité. Alors, J'espère avoir répondu à Camille Sivelek. Kamil Civelek, il est un académicien turc et il enseigne en Turquie. Alors, je vous remercie. Oui, Kamil aussi dit. Et je vous remercie. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à vous. Mais nous vous attendons encore une fois pour le mois de septembre ici. Peut-être cette fois en chair, pourquoi pas, à Izmir, en Turquie. Et pour le moment, peut-être sur Internet, et de même, une deuxième fois. Et troisième fois, nous vous reverrons en Turquie. Et c'était très bien. Et qu'est-ce que vous voulez dire pour nous, pour le cercle sémiotique de Turquie, pour les auditeurs, les spectateurs, les personnes qui nous écoutent attentivement? Premièrement, je voudrais remercier les organisateurs, Cannes à nouveau, Cannes Tanieri à nouveau, messieurs Gounaï, ils ont été tous les deux très sympathiques, très disponibles et très impliqués, très engagés. Et je suis aussi très contente que ce cercle s'est constitué. J'espère vraiment que les langues françaises, anglaises et turques ne seront pas des obstacles pour pouvoir dialoguer. Et je suis sûre que les relations seront de plus en plus utiles et de plus en plus fréquentes avec vous. Peut-être un beau jour, vous serez responsable de
cercle sémiotique de Turquie en Belgique, hein, vous? Oui, Oui, merci. merci Sevgili beaucoup à tout le monde. je ne sais pas si vous avez vu les images, mais vous avez entendu ces voix Songül a cité de Klinkenberg. Même si Oui, l'on prend les précautions de ne pas affirmer que les choses auraient en soi leur sens, la question continue à se poser de savoir d'où vient le sens du monde naturel. Et de même, elle continue. Je vous remercie madame. Sevgili dostlar, özür dilerim bugün fazla aslında galiba bundan sonra böyle yapmak gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş dünyaya açıldık. Ya tamamıyla Türkçe yapacağız ya un peu français, un peu turc, je ne sais pas. Çünkü dünyanın değişik yerlerinden, benim bildiğim Cezayir'den, Polonya'dan, Yunanistan'dan, Mısır'dan katılımcılar vardı, dostlar vardı. Kendi dünyanın değişik yerlerinden. Hepinize je vous remercie tous, chers auditeurs. Nous sommes bien contents avec vous. À la prochaine fois. Merci, madame.